bonjour. JMJ, Journée mondiale de la jeunesse. Cela fait 40 ans que ces rassemblements mobilisent des jeunes venus des 4 coins du monde. Non pas seulement quelques milliers, non pas seulement quelques centaines de milliers, mais des millions de jeunes venus finalement de tous les horizons. C'était en 1984, c'était au temps du pape Jean-Paul II, dont on connaît le charisme de rassembleur. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, nous voulons faire le point. Que sont devenues les Journées mondiales de la jeunesse? Et quel est finalement leur avenir, puisque en 2027, on prévoit des Journées mondiales de la jeunesse aussi, mais en Corée du Sud, donc peut-être à l'autre bout du monde aussi. Ce sont ces questions que nous voulons aborder durant cette émission, durant cette séquence de Signes des temps. Alors, avec des images d'archives, bien sûr, on retrouvera les images qui sont celles de ces 40 ans des Journées mondiales de la jeunesse. Avec aussi Christian Laporte, qui est un journaliste bien connu, aujourd'hui pensionné, mais toujours actif, et notamment chroniqueur à La Voix du Sud sur dorbrac.be, et également co-rédacteur en chef de Propétrie CD du côté francophone. Et puis nous rencontrerons aussi un couple, Romain et Claire Berton. Ils se sont rencontrés pour la première fois aux Journées mondiales de la jeunesse de Paris, c'était en 1997, et leur fille, Louise, aujourd'hui, enfin la semaine de l'année passée, a participé aux Journées mondiales de Lisbonne. Il y a donc une histoire familiale aussi à travers les JMJ. Mais voici d'abord une rétrospective de ce que furent les 40 premières Journées mondiales de la jeunesse, une réalisation de Alain Teilhard. L'évocation des 40 premières Journées mondiales de la jeunesse. Tu as participé à certaines, soit sur place, soit depuis la rédaction où tu te trouvais. Que dire? Auquel as-tu participé d'abord, peut-être? Alors, en fait, j'ai participé vraiment sur le terrain à 2 JMJ, notamment à la visite de Jean-Paul II en août 1997 à Paris, où la fameuse rencontre avec les jeunes au Champ de Mars. Oui. Et j'ai été également assisté au JMJ de Cologne en fin août, début septembre 2005, qui étaient en fait les premières Journées mondiales de la jeunesse du pape Benoît XVI, oui, c'est ça, qui venait d'être élu au mois d'avril, après le décès de Jean-Paul II au tout début du mois d'avril 1995. Qu'est-ce qui t'a surtout marqué dans ces événements? Ben, je dirais que ce qui m'a le plus marqué là-dedans, c'est qu'il y avait une espèce de cohésion, d'expression d'Église, et ce qui était quand même plus qu'important à souligner, c'est que ça se faisait essentiellement à travers la jeunesse. Oui. Alors que bon, on était quand même une époque où la décléricalisation, les problèmes de foi étaient quand même majeurs auprès de pas mal de populations, et de constater que là, les papes attiraient énormément de jeunes, et ce, malgré tout ce qu'on pouvait penser des 10 papes. Oui. Jean-Paul II, à la base, n'avait peut-être pas l'image de devenir un grand ami de la jeunesse chrétienne, de la jeunesse tout court, et Benoît XVI non plus, a fortiori. Et donc, ces 2 papes, et évidemment ça s'est poursuivi, je pense,
sous le pape François. Ces deux papes ont certainement permis à l'Église d'avoir une espèce de coup de relance intéressant, et ça se remarquait effectivement sur le terrain, même si je n'étais en chair et en os, si j'ose dire, qu'à deux JMJ. C'était quand même des moments très forts, même si en fait je n'y ai passé chaque fois qu'1 jour à Paris, et le samedi et le dimanche à Cologne. C'est ça. Peut-être justement, Paris c'est avec le pape Jean-Paul II, Cologne avec le pape Benoît XVI. Il y a quand même peut-être une griffe Jean-Paul II dans les JMJ, c'est lui qui les a lancés en 1984. Et donc, est-ce qu'on voyait une différence, je dirais, dans l'organisation, dans la façon de s'adresser aux jeunes, ou je ne sais pas très bien? Mais je dirais qu'évidemment, Jean-Paul II était un homme qui avait le sens de la communication. Lui-même avait fait du théâtre, il aurait pu être un très bon comédien. Et bon, donc il a fait passer l'importance de la communication de son message et du message chrétien auprès de ceux qui sont le plus censés le reprendre, c'est-à-dire la jeunesse à l'époque. Et je dirais que pour avoir assisté à la première de Benoît XVI à Cologne, je crois que Benoît XVI avait été marqué aussi par cette espèce de charisme populaire qui s'abattait sur lui, et ça lui a permis, je crois, de faire vivre des JMJ également très importantes. Il était chez lui en plus, parce qu'il était un pape allemand. C'est vrai qu'il jouait à domicile, comme on dirait en termes footballistiques, mais bon, quand même, c'était quand même une époque où on se posait beaucoup de questions, déjà par rapport à Jean-Paul II. Est-ce que Benoît XVI n'était pas plus conservateur encore que Jean-Paul II? Finalement, je dirais, avec le recul du temps, il faut un peu nuancer tout cela, tout comme on doit nuancer l'analyse de la papauté en général. Des papes qui peuvent apparaître beaucoup plus modernes ne sont pas nécessairement davantage, mais peuvent avoir des charismes importants. Jean XXIII, l'homme du concile, mais aussi, pour une trop brève période, Jean-Paul Ier, par exemple. Quelques jours, 33 jours exactement, ou même pas, qui ont été quand même très marquants pour une partie du peuple chrétien, et singulièrement des jeunes. Il y a les papes, mais aussi justement les jeunes. Qu'est-ce qui fait que des jeunes sont ainsi mobilisés? C'est l'aspect événementiel, c'est l'aspect foule, c'est l'aspect voyage, rencontre, enfin, c'est un peu tout cela? Je crois que quelque part, quand même, c'est vrai, il y a un côté grand événement dont il faut être pour pouvoir vraiment dire j'y étais. Voilà. Et en même temps, bon, c'est quand même très important aussi pour la diffusion du message. Bon, je suis certain que de tous ceux qui ont vécu ces 40 premières années de JMJ, un certain nombre n'étaient pas ou plus très proches de l'Église, ils s'en sont rapprochés par la suite, et ils ont peut-être permis aussi à l'Église dans un certain nombre de pays de connaître un certain renouveau, un certain revival qui a permis de continuer l'opération. Et ça se remarquait aussi, je pense, quelque part, en un endroit, des paroisses que nous connaissions fort bien, dans des villes où il y avait beaucoup de jeunes, en l'occurrence notamment Louvain-la-Neuve. Oui, tout à fait. Et bon, ça, une espèce de continuité quand même. Par exemple, quand je vois une certaine popularité aujourd'hui de Monseigneur Terlinden, Monseigneur Terlinden est aussi passé par Louvain-la-Neuve, bien entendu, par les JMJ. Et Monseigneur Terlinden, ensuite, après Louvain-la-Neuve, a créé quand même tout le pôle jeunesse ici à Bruxelles, et ça a permis certainement aussi d'attirer un certain nombre de jeunes. Donc on peut dire que ce n'est pas un feu de paille, qu'il y a véritablement comme un brasier qui peut se mettre en route à partir de là. C'est un feu ardent, comme Moïse pouvait en rencontrer sur la montagne. Ardent, oui. Mais oui, non, c'est très important de constater que les jeunes étaient écoutés dans leur titre et qualité, comme on dit, mais aussi en tenant compte de leurs préoccupations.
Et bon, à des moments où quand même il était beaucoup question notamment de morale, morale de vie, morale sexuelle et tout ça, ben, ça a permis quand même de clarifier aussi un certain nombre de choses par rapport au monde de la jeunesse. Et bon, même si aujourd'hui les vocations restent rares, ben, un certain nombre de ces jeunes qui ont participé à ça ont continué à vivre cette foi de diverses manières. Alors, on peut dire que les JMJ se sont déroulés dans beaucoup de pays du monde, je dirais dans beaucoup de continents, on peut peut-être en parler, mais une absence notoire, c'est l'Afrique. Il n'y a jamais eu de JMJ en Afrique. C'est un peu dommage, effectivement. On dit que c'est pour une question d'organisation. Oh, vous savez, il y a d'autres pays qui ne sont pas nécessairement beaucoup mieux organisés et brillent parfois aussi par des problèmes d'organisation. Il faudra attendre un pape africain pour que ça ait lieu? Non, parce que de toute façon, aujourd'hui, l'Église est de plus en plus universelle. Les papes dont nous avons parlé jusqu'ici, ben, il y avait des Italiens, Polonais. Il y avait un Polonais, il y avait un Allemand, et aujourd'hui c'est un Argentin qui poursuit la tâche avec un certain bonheur. Ben, il est évident que de toute façon, je crois que dans les décennies qui vont venir, on ne devra plus du tout s'étonner d'avoir des papes de nations et de continents. Et là, à mon avis, l'Afrique aura son tour aussi. Mais revenons alors aux JMJ qui ont eu lieu. Donc, on parle des 40 premières maintenant. D'une certaine façon, c'est les jeunes qui sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Les jeunes, c'était la rencontre, ils viennent de partout. Bon, comment est-ce que finalement on motive un groupe de jeunes à être si nombreux pour aller au JMJ? Mais je crois que c'est aussi une question d'organisation, de préparation. Bon, quand on voyait comment les groupes de jeunes partaient ici de Belgique pour aller rejoindre le JMJ. Oui, avec l'intuition que ce n'était pas seulement en allant sur place, mais il y avait des étapes qui permettaient de visiter les églises locales. C'est-à-dire qu'en même temps, il y avait une préparation, mais même tout juste avant ou même pendant les JMJ, pour permettre aux jeunes qui n'avaient pas eu la possibilité de se rendre dans des contrées plus lointaines, ben, il y avait des activités aussi chez nous en Belgique, oui, tout à fait. Avec la participation notamment. Surtout quand c'était loin. D'évêques de chez nous, qui en partie avaient participé à un moment donné à des JMJ avec Monseigneur Bonny et Monseigneur Cockrols. Je crois que c'est Cockrols qui était revenu et qui a permis de passer aussi une activité, une nuit, je pense, à Bruxelles lors d'une des dernières JMJ. Oui. Donc, les nationaux étaient quand même très bien annexés à la démarche et cette préparation a permis de créer un esprit JMJ qui a dépassé nos différences communautaires et culturelles. Il y a aussi une visibilité de l'Église. Certains contestent parfois que l'Église ne doit pas être visible. C'est toute la question visibilité-enfouissement. On ne va pas aborder nécessairement cette question-là. Mais je remarque, enfin moi ce qui m'a frappé surtout, c'était à Częstochowa, c'était en Pologne, donc c'est particulièrement marquant. Mais la ville est aussi engagée, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'Église, mais la société civile, dirais-je, et les autorités civiles étaient engagées et elles l'étaient un peu partout dans l'événement. Oui, tout à fait. Mais enfin, ça dépend aussi un peu de la personnalité, je pense, des papes. Il est évident que Jean-Paul II, dans tout son programme qu'il a réalisé parmi les visites les plus marquantes, il y en a eu 3, je pense, en Pologne. Oui. Bon, évidemment, la première, c'était pas longtemps après son accession au trône pontifical, mais aussi à la chute du régime polonais. Tout l'espoir mis dans Solidarité et tout ce qui a suivi après. Non, je crois que là, l'Église a joué un rôle sociétal plein et entier, et ceux qui parfois sont un peu grincheux en disant que la religion devrait être réservée à la sphère privée, que nenni, on peut très bien exprimer ses convictions, les faire partager, et ça permet les débats. En Belgique, il y a quand même pas mal de débats évidemment, quand il y a des problèmes, mais bon, on n'a pas eu besoin
de Gott vergeten pour que tout d'un coup, l'Église se rende compte qu'il y avait des problèmes dans ses rangs. Oui. Alors au fond, 40 ans de JMJ, est-ce que c'était une mode pour une certaine période? Je vais dire par là, est-ce que les JMJ gardent toujours leur actualité par rapport à l'avenir? Je dirais que, étant évidemment moins impliqué aujourd'hui dans le suivi de ce genre d'événements, je me pose peut-être parfois la question aussi, mais je me dis en même temps que la façon dont les jeunes s'investissent là-dedans est quand même porteuse d'espérance pour l'Église en général. Il est évident que nos paroisses vieillissent, sont vieillissantes, et qu'on aime bien voir de temps en temps des cheveux plus sombres et plus crôlés que des cheveux blanchis sous le harnais ou n'ayant plus de cheveux. Mais il y a d'autres lieux qui sont très vivants, je crois. Le tout, ce sont des relais pour la suite, en quelque sorte. Ce sont des relais pour la suite, et comme j'ai déjà dit, je crois que ce pôle jeunesse dont s'est occupé Luc Terlinden avant qu'il ne devienne évêque et archevêque est quelque chose d'important, tout comme sont importants les pôles chrétiens où se retrouvent des jeunes, et je pense notamment évidemment aux villes universitaires, où il y a toute une vie religieuse, mais aussi sociétale, entre guillemets, avec des cotes communautaires chrétiens, des tas d'initiatives. Ce n'est pas un one-shot, quoi. Je veux dire, il y a autre chose autour. Ah non, il y a autre chose autour, et je crois que ça dynamise tout le monde. Tout à fait. Quand vous voyez comment, dans une paroisse comme à Louvain-la-Neuve, il y a des gens très âgés qui s'engagent encore, qui vont partir bientôt à Lourdes. Bon, donc on se dit que ce n'est pas uniquement la relève jeune qui est importante. À un niveau plus personnel, et pour terminer, Christian, qu'est-ce que tu dirais après 40 ans de JMJ? Qu'est-ce que ça a pu rejoindre en toi? Je dirais que c'est une interpellation directe qui m'a permis aussi de ressentir ces autres réalités ecclésiales. Bon, c'est vrai que j'ai suivi les visites papales, j'ai été de nombreuses fois à Rome à des béatifications, des canonisations, ou alors nomination de la création comme cardinal de Joseph de Kessel ou du chanoine Ries, Julien Ries. Bon, ce sont des événements quand même majeurs, parce qu'à ce moment-là, on entre vraiment en contact, même si on aurait toujours voulu un peu plus d'ouverture encore, les visites ad limina et tout ça, mais c'était toujours des moments très, très forts pour le journaliste aussi, et pour le chrétien qui en est son double. Merci d'en témoigner en tout cas. Merci Christian. Avec beaucoup de plaisir. Et au plaisir de revenir. Voilà, certainement. Partimos, volamos, llegamos aquí. Con María aprendemos el sí. Queremos servir, cumplir la misión del Padre, nuestro Padre. Llamados a ser como Cristo Jesús, todo dar y estar. Dispuestos al sí, como hizo la en el aire, Jesús vive y no nos deja solos, ya no dejaremos de amar. Nous venons d'entendre l'hymne, parce qu'il y a un hymne pour chaque journée mondiale de la jeunesse. Cette fois, c'était l'hymne de Journée mondiale de la jeunesse à Lisbonne, c'était en 2023, l'année passée. Alors avec nous, Claire et Romain Berton. Alors, on peut dire que vous avez été au JMJ de Paris, on va en reparler. Qu'est-ce qui vous a déterminé, je dirais, à faire cette démarche d'aller au JMJ? On faisait partie de l'aumônerie, et notre aumônerie aidait à l'organisation des JMJ. Et c'est vrai que du coup, on s'est dit, allez hop, on y va, vous étiez le pays hôte, finalement. On était le pays, ouais, effectivement, pays hôte. Et en plus de ça, c'est vrai que
un petit peu comme partout, les aumôneries s'engageaient et permettaient de recevoir les gens. Donc c'est dans cette optique-là qu'on s'est engagé de suivre et de continuer le mouvement. Chacun de votre côté. Oui, parce que moi, c'est plus d'avoir vu les anciens aller aux autres JMJ. Où je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion ou jamais, on est hôte, allons-y, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous avez vécu? Comment est-ce que vous parleriez de votre expérience parisienne des JMJ? C'était donc 1997. Alors moi, je dirais que c'est une énorme expérience de foi, vraiment, parce qu'on s'est rendu compte, enfin, en tout cas pour moi et je pense pour beaucoup, qu'on n'est pas chrétien tout seul et qu'on est vraiment porté par tous les autres jeunes qui étaient là. Et ça donne vraiment un élan incroyable que j'avais jamais connu avant, malgré les quelques rassemblements auxquels j'avais participé. C'était la première JMJ auquel tu participais. Oui, tout à fait. Oui, moi aussi, première JMJ. Je dirais qu'on l'a vécu en tant que pays hôte, on va dire. Donc, le fait de recevoir les gens, d'accueillir les gens et de faire en sorte aussi qu'ils puissent participer à toutes les activités. Et ensuite, après, nous, c'est vrai qu'on a pu aller aux célébrations aussi. Et effectivement, ce qui est impressionnant, et on voyait le nombre grandir au fur et à mesure de la semaine, de toutes les personnes qui venaient. Et oui, ce fait de ne pas être seul et de sentir partie d'un grand mouvement, c'était très important et très porteur. Ouais. C'est une dimension. On ne peut pas imaginer les JMJ sans la foule. Non. Ouais. C'est un petit peu du monde. Exact. Ouais. Et alors, par rapport à ce JMJ, est-ce que c'est véritablement le visage d'Église comme vous le souhaitez? Est-ce que ça dit quelque chose de l'Église aujourd'hui, et particulièrement pour les jeunes, évidemment? Oui, je pense que c'est très porteur pour les jeunes, effectivement, de voir qu'on n'est pas seul et puis d'avoir des événements spécifiques pour eux, pour ensuite rebondir et reprendre la vie, on va dire, d'église un peu plus quotidienne, exact. Ouais. Mais je pense que ça donne un élan et ça permet d'avancer et de se le relancer. Ouais. Pour toi aussi, Claire? Moi, j'aurais dit que c'est un grand... C'est vraiment un moment de partage et de fraternité qui n'était pas forcément propre qu'aux catholiques, mais qui montre qu'on faisait vraiment partie d'un monde, d'un ensemble. Et c'est ça qui était super important aussi. Quoi. Alors, on peut dire que finalement, ça a été le début de votre couple, ce JMJ. Grande surprise? Oui, très. Oui, bien sûr. Simplement. On n'était pas parti pour ça, donc voilà. Oui. Qu'est-ce qui. C'était à l'occasion des rencontres, à l'occasion du travail, à l'occasion de ces JMJ? Oui, parce qu'on était dans la même aumônerie. Lui était déjà avant dans l'aumônerie et moi je suis arrivée pour les JMJ, donc je ne connaissais pas. Voilà. Et on s'est retrouvés dans la même équipe de préparation. Voilà. Ça a orienté des choses par rapport à votre couple et à votre famille? Les JMJ? Oui. Dans quel sens? Je pense qu'on regarde un peu dans le même sens. C'est quand même un repère de valeur quand même. Après, les valeurs étaient déjà là, puisqu'on faisait déjà partie de l'aumônerie et de l'Église. Mais je pense que ça donne un aspect un peu spécifique et de se lancer via ce grand événement, effectivement. C'est ça. On peut dire aussi que vous avez transmis la flamme, puisque Louise, on va la rencontrer dans quelques instants, a été au JMJ de Lisbonne. Voilà, c'est une continuité. Comment est-ce que vous lui avez proposé? Alors, on lui a proposé... Assez fortement, parce qu'au début, elle était très hésitante, mais elle est revenue avec tellement d'étoiles dans les yeux que c'est un pari gagné. Quoi. Voilà. Alors, par rapport maintenant à l'aujourd'hui, parce que c'était en 1997, il y avait celle de 2023, il y aura celle en Corée du Sud un petit peu plus tard. Qu'est-ce que vous diriez pour le quotidien? Est-ce que c'est un feu de paille ou bien c'est un brasier qui s'embrasse? Moi, j'ai envie de croire que c'est un brasier. Parce que le fait que les JMJ soient retransmises partout et accueillent tout le monde, ça ne peut pas être quelque chose de vain. Et je crois qu'aujourd'hui, les jeunes, puisque c'est quand même à eux que c'est destiné au départ, ça leur montre qu'il y a quand même moyen d'être heureux, de partager, d'être ensemble autour d'une même foi, d'une même idée. Quoi. Ça dit quelque chose par rapport à l'Église, il y a la place des jeunes dans l'Église en 2024?
Oui, moi j'ai envie de dire qu'il faudrait vous donner plus de place aux jeunes dans l'Église, puisqu'ils sont capables d'organiser, de participer à des événements comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas être plus impliqués au quotidien? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin parfois d'événements? Parce que c'est quand même l'événementiel. On dit souvent que la question, elle est peut-être celle de s'engager dans la durée. Ici, c'est un moment, je dirais. Est-ce que ce n'est pas une question aussi posée par rapport à la pastorale des jeunes? Je dirais. Et c'est un tremplin pour les pastorales du quotidien, j'ai envie de dire. Pourquoi est-ce que les messes de jeunes ne seraient pas des mini-JMJ à chaque semaine? Je veux dire, c'est pas incohérent. Ouais. Il y a aussi effectivement, oui, je pense aussi, les impliquer plus dans l'Église et dans la participation, je pense que c'est important. C'est quand on s'implique quand on est acteur, effectivement, qu'on voit en fait, qu'on ressent les messes et puis qu'on voit qu'on peut apporter aussi, plutôt que d'être peut-être plus spectateur. Et je pense que ça donne aussi une dimension spécifique à la messe et à tous les événements autour, d'avoir des jeunes, c'est vraiment très important. Et puis il y a une dimension universelle aussi, évidemment. Ouais. Dernière question, maintenant, s'il fallait motiver des jeunes pour aller à des JMJ, il y en aura dans quelques instants, il y a l'année jubilaire avant, mais qu'est-ce que vous diriez? Allez-y, lancez-vous. C'est le premier pas qui coûte, mais qu'est-ce que c'est chouette. Et puis en plus, je pense qu'il faut y aller. C'est important d'y aller en groupe. Ça peut être important d'y aller en groupe, mais même si on n'y va pas en groupe, on en retrouvera là-bas. Et les expériences sont très grandes et enrichissantes. Ça me fait penser, mais elle le dira, que votre fille Louise a participé à différentes étapes avant d'arriver à Lisbonne. Oui. C'est aussi quelque chose qui fait partie du pèlerinage des JMJ. Ça a été un chemin pour elle. Elle a fait les 2 semaines de JMJ. Et elles ont fait plusieurs étapes de pèlerinage, en effet, qui les ont amenées jusqu'à Lisbonne, où ils ont eu le temps de former un groupe, de créer des liens qui sont... Eh bien, je vous propose de rencontrer maintenant Louise, justement. Avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Louise, on a rencontré tes parents, Claire et Romain, qui ont été au JMJ de Paris. Alors toi, tu es allé au JMJ de Lisbonne, c'était en 2023. 2023, oui. Oui, pourquoi? Parce que justement, mes parents ont parlé beaucoup des JMJ auxquels ils étaient allés à Paris. Et ça m'a donné beaucoup envie d'y aller, de pouvoir vivre, pas forcément la même expérience, mais ma propre expérience de ce que peut être les JMJ. Et quelle est cette expérience? Comment peux-tu en parler? C'était génial. C'était incroyable de voir autant de gens se réunir pour la même raison et de voir tout le monde chanter ensemble, tout le monde discuter dans la joie. C'était incroyable. C'est une expérience d'église en quelque sorte? Oui, totalement. Le dernier week-end, c'était le grand rassemblement avec le pape. Et il y avait les 3 millions 1 500 000 de personnes qui étaient là. Et vraiment, je me souviens d'un moment en particulier, c'était pendant l'adoration, enfin la veillée le soir. Et il y a eu un grand silence. Et vraiment, ça m'avait frappé comment autant de personnes pouvaient faire un aussi grand silence. Vraiment, on n'entendait rien. Même pas une mouche volée. 1,5 million de jeunes qui font silence, ça parle, pourrait-on dire. Ah oui, c'était prenant. Lorsque tu parles avec d'autres avec qui tu étais, parce qu'on ne va pas tout seul au JMJ, c'est un peu la même expérience qu'ils ont reçue En fait, j'y suis allée sans connaître personne. Enfin, je suis allée pour rencontrer des gens de Paris, parce que je suis allée avec la paroisse de Paris. Et je pense qu'ils ont vécu cette expérience aussi très forte des JMJ. Oui. Est-ce que ça ne dit pas quelque chose, ces JMJ, 40 ans déjà, de la place des jeunes dans l'Église? Tu peux en parler comme jeune? Comment te situes-tu dans l'Église? Voilà, on en parle beaucoup. Du coup, je suis plus j'habite plus à Bruxelles. Enfin, je viens plus à la paroisse Saint-Alix. Je vais à une paroisse à côté de Versailles. Je pense qu'il y a plus de jeunes à Versailles. C'est un environnement très très catholique. Mais oui, on voit la place des jeunes dans l'église.
Enfin, et là, les JMJ, Qu'est-ce que les jeunes attendent de l'Église quand tu parles un petit peu avec eux, bien sûr au JMJ, mais dans les lieux qui sont les tiens aujourd'hui? Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent être écoutés. Il y a une nouvelle génération qui arrive de jeunes et je pense que ça pourrait être c'est intéressant de pouvoir avoir cette intergénérationnalité dans l'Église. Alors, lorsqu'on parle des JMJ, revenons-en, tu as parlé de temps d'adoration, il y a aussi des catéchèses, des temps de célébration. Qu'est-ce qui est marquant? Quel est le message avec lequel tu aurais pu repartir, je dirais, de Lisbonne? Déjà, aller au JMJ, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Et puis, si je peux reprendre ce que le pape François a dit, n'ayez pas peur. Et alors on se souvient aussi de dire pour le pape quelque chose qui a frappé, en tout cas qui m'a frappé, lorsqu'il disait que l'Église est ouverte à tous. À tous, c'est un mot qui revenait très souvent. Oui. C'était aussi un message marquant qu'il a dit. Il l'a répété plusieurs fois pendant le chemin de croix, pendant la messe d'entrée et la dernière messe aussi. C'était le message. C'est ça. Alors lorsque tu dis que c'est un temps qui est important, il ne commence pas à l'arrivée à Lisbonne, pour prendre Lisbonne, c'est tout un trajet, c'est tout un pèlerinage. On peut dire qu'il y a une dimension de pèlerinage aussi. Exactement. Moi ce que j'ai fait c'était de faire une semaine, je suis partie 2 semaines. La première semaine on est descendu de Paris jusqu'à Lisbonne en faisant différentes étapes, à Saint-Jacques-de-Compostelle, à Porto, où on a passé 4 jours en famille d'accueil. Et une journée à Fatima, et puis après seulement on est arrivé à Lisbonne la semaine des JMJ avec tout le monde. Et chaque fois ce sont des étapes pour permettre une vie d'église aussi, la rencontre des communautés locales? Oui, c'est ça. À Saint-Jacques-de-Compostelle, on a beaucoup retrouvé des Français, mais on a pu visiter et avoir des temps de discussion entre nous, de partage. À Porto, c'était incroyable aussi de pouvoir discuter avec les familles d'accueil qui étaient extrêmement généreuses. Franchement, c'était génial. Et alors c'est vrai que des lieux comme Saint-Jacques-de-Compostelle et Fatima, pour prendre des lieux cités, c'est pas banal finalement d'aller au JMJ et de vivre cela dans des lieux très importants dans l'Église. Mais c'est vrai que pouvoir vivre ça avec les gens avec qui on est allé au JMJ, c'était quelque chose de fort aussi. Vu que j'y allais pour rencontrer des gens, c'était l'occasion de pouvoir discuter avec eux de sujets dont on ne parle pas forcément dans la vie de tous les jours. Et alors lorsque tu reviens, maintenant il y a les JMJ c'est en Corée, je crois. C'est ça, oui. C'est en 2027. 27. Tu comptes y aller? Si je peux, oui. Franchement, et si je peux... C'est un peu plus loin. C'est un peu plus loin, oui, mais c'est aussi une culture différente et je pense que ce sera tout autant extraordinaire. Alors s'il y avait, pour terminer, je dirais, un message que tu voudrais adresser aux jeunes en disant j'ai été au JMJ, je voudrais vous dire ceci, qu'est-ce que tu dirais? Comme je l'ai dit avant, aller au JMJ, c'est une expérience qui forge vachement et j'étais allée au JMJ aussi avant les JMJ, je me questionnais un peu dans ma foi et là, franchement, les JMJ, c'était pour retrouver sa foi, c'est quelque chose de très très fort. C'est pas un feu de paille. Exactement. C'est un feu qui grandit. Voilà. Merci, Louise. Avec plaisir. Merci. Eh bien, merci à vous de nous avoir rejoints pour signer des temps, 40 ans de JMJ. Alors, Louise, maintenant, avec tes parents, qu'est-ce que tu leur dirais après l'expérience des JMJ de Lisbonne? Je voudrais d'abord les remercier parce que de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir aller au JMJ, parce que c'est vraiment une expérience à vivre. Si n'importe qui peut y aller, allez-y. Et voilà. Si un jour tu as des enfants, tu diras la même chose par rapport au JMJ. Ah oui, ça c'est sûr. Romain et Claire, par rapport à ce que vous avez vu maintenant de Louise, qu'est-ce que vous lui diriez? Merci Louise de confirmer que le JMJ c'était vraiment une expérience et je suis très très fière que tu aies pu vivre cette expérience et que maintenant tu vas pouvoir partir sur les chemins témoignés. Voilà. Romain? Et pareil, super content qu'elle puisse avoir vécu cette expérience, peut-être une deuxième fois, peut-être en Corée. Et aussi, je pensais aussi qu'on a deux fils après et je serais super fier qu'ils puissent aussi vivre cette expérience. Voilà. Intergénérationnel. Exact. Voilà. Merci en tout cas de votre témoignage. Merci.
Merci bien sûr à Romain et Claire Berton, merci à leur fille Louise, merci aussi à Christian Laporte que nous avons rencontré au début de la séquence. Il était question bien sûr des Journées mondiales de la jeunesse, 40 ans de Journées mondiales de la jeunesse, mais aujourd'hui c'est l'avenir de l'Église qui se joue à travers bien des événements, et des événements il y en aura. Il y a bien sûr l'annonce de la visite du pape en Belgique, il y a le synode, il y a l'année jubilaire, alors les Journées mondiales de la jeunesse, ce sera pour la Corée du Sud en 2027. Vous le voyez, des événements, mais que tout cela ne nous fasse pas oublier qu'il y a le quotidien, qu'il y a à vivre tout cela au quotidien. Alors merci d'avoir pu marquer cette étape des 40 années des Journées mondiales de la jeunesse et cap sur la vie de l'Église pour ces prochaines semaines, ces prochains mois. Au revoir, à très bientôt. Tú que buscas lo que hay dentro de ti, ven a descubrirlo, a ver lo que vi, y con nosotros a mirar más allá de eso que haces y que no te deja reír y amar. No mires atrás, no digas que no, oye tu corazón. En esta misión todos van a oír nuestra voz. Levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, ya no dejaremos de amar. Fue María quien primero acogió esa gran sorpresa de vida sin fin. Simple y dócil aceptó recibir tan grande misterio de un Dios que está siempre por ti.